Bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler de liberté et d'identité. Et pour cela, on va parler surtout des éditions exemplaires et bien sûr de nos deux invités avec deux ouvrages. Alors avec Gender Flou, qui est la première BD de notre premier invité aux cheveux bleus, Tamos. Bonjour. Bonjour. Alors rapidement, Tamos, vous racontez votre coming in et votre coming out dans Gender Flou, vos questionnants sur votre identité de genre. C'est une BD à la fois drôle et touchante, on aura l'occasion de développer un peu plus tard dessus. Lisa Mandel, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes là avec le statut d'éditrice et d'autrice, bien sûr. Éditrice parce que les éditions exemplaires et votre maison d'édition vont pouvoir développer pourquoi la maison d'édition, les éditions exemplaires existent. Alors on est en 2020. On va tenter quand même, avant de se lancer, un petit résumé rapide de vos 20 ans de carrière. Vous avez commencé avec Nini Patalo chez Glénat, puis vous n'êtes jamais arrêté en 20 ans. C'est le résultat de 30 ouvrages publiés chez les autres, et donc avec les éditions exemplaires et avec votre bande dessinée Une année exemplaire, que vous pouvez voir juste devant. Vous avez commencé l'auto-édition, c'était le début d'une prise de conscience. Alors, la première bande dessinée éditée de votre propre main dans l'auto-édition, puis les éditions exemplaires naissent et vous éditez votre nouvel ouvrage Se rétablir chez eux, vous renouez avec un propos qui vous est cher, la maladie mentale. La maladie psychologique, c'est un livre témoignage sur le rétablissement, car oui, bien sûr, on peut vivre tout à fait épanoui avec une maladie psychologique. Alors, on va pouvoir développer pareil sur se rétablir un peu plus tard. On commence tout de suite avec les éditions exemplaires. Les éditions exemplaires financent la création d'ouvrages par du crowdfunding, donc le financement participatif et la vente directe, pour remettre l'auteur au centre de l'édition. Je vous cite. Alors, parce qu'aujourd'hui, dans l'édition conventionnelle, l'artiste-auteur n'est pas au centre du projet éditorial. Alors, quand il propose son projet, il est au centre, puisque c'est lui qui le crée. Mais après, la chaîne du livre fait que l'auteur se retrouve finalement un peu à la marge de... Alors, tant qu'il est dans la création, quand il est en discussion éditoriale et tout, il peut encore considérer qu'il est au centre. Mais après, tout ce qui est mis en place autour au niveau économique l'exclut de fait de la chaîne du livre, parce que dans la chaîne du livre, l'auteur est celui qui touche le plus petit pourcentage, qui est entre, on va dire, 8 et 10% de droits d'auteur. Donc sur un livre vendu à 15 € hors taxe, l'auteur il touche 1,50 €, voilà. Et ça pouvait fonctionner. Voilà. Et aussi, moi j'ai toujours cette comparaison, parce que donc, pendant 20 ans, j'ai édité mes livres chez ce qu'on appelle les gros éditeurs, donc des éditeurs majeurs comme Glénat, Delcourt. J'ai fait des livres, j'ai fait une grande partie de ma carrière chez Casterman. Donc j'étais dans un système quand même à grande échelle, relativement, on est quand même dans la BD. Et en fait, l'auteur, à un moment donné... je suis obligée de faire une petite historique. Alors, désolée, je vais essayer d'être quand même pas trop longue. En fait, il y a 30-40 ans, l'auteur touchait déjà 8 à 10% de livres, mais il en vendait 5 à 10 fois plus, puisque déjà, il y avait moins de livres produits. Et puis, il y avait une presse florissante qui faisait que ça générait des revenus pour l'auteur. Donc, l'auteur était payé en général à moitié par ce qui était généré par la prépublication, à moitié par ce que lui donnait l'éditeur, voire même, en des temps ancestraux, le Nouvel Obs, par exemple, qui s'appelle maintenant l'Obs, rémunéré en fixe. Ce qu'il fait toujours, mais je veux dire, ça voulait dire quelqu'un comme Bretéché, par exemple, pour citer qu'elle, elle publiait chez l'Obs, elle gagnait de l'argent, et puis après elle republiait et elle regagnait de l'argent. Donc tout ça faisait que, quand moi j'ai commencé ma carrière, en tout cas il y avait encore de la presse, parce que j'ai commencé chez Tcho, qui est un magazine jeunesse dont la figure de proue était Titeuf de Zep. On était payé à moitié comme ça, à moitié en droit. La presse s'est cassée la figure, comme on le sait, aujourd'hui le papier est en chute libre, donc cette manne d'argent déjà elle est plus là pour l'auteur, donc c'est les éditeurs qui doivent entre guillemets prendre en charge cette autre partie qui avant était compensée par les ventes des magazines. Donc ça c'est avec déjà l'auteur, il y a eu toute une période, alors j'ai l'impression que ça va un peu mieux, mais où l'auteur, on s'est retrouvé à être moins bien payé à cause de ça. Et en plus est arrivé entre guillemets le nouveau, ce qu'on appelle le roman graphique, la BD du réel, le manga, je peux vous citer des centaines de nouvelles collections qui ont émergé, qui ont en fait à la fois élargi le lectorat, mais pas non plus, ils l'ont pas élargi à fond.
Donc en fait, les lecteurs se sont retrouvés face à 10 fois plus d'albums. Je crois que c'est passé de 30 à 300 par mois les titres sortis. Je dis un chiffre au doigt mouillé, mais on en a à peu près là. Ce qui fait que le public n'étant pas non plus extensible à merci, il achète mécaniquement moins de livres de chaque auteur. Donc on a quelques auteurs qui arrivent on va dire, à siphonner les lecteurs et qui vendent des centaines de milliers d'albums, donc qui eux se retrouvent très riches. Mais on a une majorité d'auteurs qui aujourd'hui vendent, quand on vend 5000 albums, on peut s'estimer heureux. Et alors que moi, quand j'ai commencé, je me rappelle des auteurs qui avaient à l'époque, on va dire, 35-40 ans, eux, quand ils vendaient 20 000, ils étaient déprimés. C'était genre, ah là, mon livre, je l'ai vendu à 20 000, je suis un peu déçu, bon, ça ira. Et donc, on n'est plus du tout dans les mêmes mesures. Mais par contre, le droit d'auteur, lui, n'a pas bougé. On est toujours payé entre 8 et 10%. Donc aujourd'hui, faites le calcul, c'est des maths. Si on vend 5 000 livres à 8 à 10%, on gagne 4 fois moins que si on en fait 20 000 et qu'on est déçu. En plus, à 5 000, on est content. Donc voilà, donc là, disons que c'est le constat de départ de la précarisation du coup des auteurs et des autrices qui se retrouvent. Il y a eu les états généraux de la bande dessinée qui ont constaté que du coup la moitié des auteurs étaient en gros en dessous du SMIC et un tiers était carrément en dessous du seuil de pauvreté. Alors là même et c'est là qu'arrive moi mon énervement, à un moment donné, le secteur de la bande dessinée, le secteur du livre qui se porte le mieux. C'est un secteur florissant. Voilà, donc c'était... c'est quoi cette situation de merde où en fait l'économie du livre fonctionne grâce à la pauvreté de ses auteurs. Et moi, comme je me suis vraiment contrariée sur les grosses maisons d'édition. Je trouve que les éditeurs indépendants, c'est encore un autre débat et une autre question et que ça ne rentre pas dans mon énervement. Voilà, je tiens quand même à le dire. Oui. Donc en effet, vous avez survolé les états généraux de la BD, c'était déjà en 2016, le rapport Racine, quelques années plus tard, qui valide ce paradoxe entre... développement du monde de la BD et paupérisation du métier. Alors, vous essayez de contrecarrer ce phénomène avec les éditions exemplaires à votre échelle de nouvelles maisons d'édition. Vous proposez une sorte de collaboration artiste-auteur et maison d'édition. C'est une sorte d'édition à la carte, si vous me permettez l'expression. Alors au début, c'était l'idée. Maintenant, on se tourne de plus en plus vers un modèle plus classique au niveau de l'organisation, c'est-à-dire qu'il y a des suivis éditoriaux faits par des éditrices. Il se trouve que là, c'est surtout des éditrices et des éditeurs professionnels. On a un suivi de fabrication qui est fait aussi par un professionnel. On a une correction orthographique. Les livres sont stockés dans un lieu de stockage. C'est pas l'auteur qui a le livre chez lui. Donc en gros, aujourd'hui, un auteur ou une autrice qui arrive chez nous a exactement la même offre que chez les autres, sauf que par contre, il est beaucoup plus intégré au process. En gros, on crée une équipe autour de lui, et lui, il est en contact avec tout le monde. C'est-à-dire qu'il est autant en contact avec le suivi de fabrication qu'avec la correction orthographique, qu'avec le suivi édito, et il est complètement impliqué dans la fabrication de A à Z. Il est aux réunions avec le suivi de fab pour savoir quel style de livre il veut. Et donc c'est là où il est plus au centre de sa production. Et surtout, on part du principe... Alors, contrecarrer la précarisation des auteurs, franchement, ce serait assez... orgueilleux de ma part. Disons que je me suis rendu compte, mais parce que moi-même j'ai tenu un blog, parce que j'ai depuis le début qu'il y a les blogs et qu'il y a eu maintenant Insta et tout, moi j'ai toujours été un peu hyper intéressée par ce nouveau système de prépublication, et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'autrices et d'auteurs aujourd'hui qui se faisaient connaître d'abord sur les réseaux sociaux, ou qui se faisaient connaître sur les réseaux sociaux depuis 20 ans, comme quelqu'un comme Boulet par exemple, et qui en fait à l'arrivée sortaient des livres, avaient toujours des droits d'auteur pareils, des droits d'auteur de 8 à 10%, toucher la même chose. Là où moi je me suis dit, mais ce travail de com qui est énorme devrait être rémunéré en fixe, devrait pas... Je veux dire, ces gens-là, en vrai, Boulet, c'est Boulet qui vend Boulet. Alors, c'est sûr que les éditeurs de Boulet, ils font un travail de com et tout, je dis pas qu'ils font pas leur travail, mais n'empêche qu'on s'en est rendu compte en montant exemplaire. Nos auteurs et nos autrices qui ont des réseaux sociaux conséquents font une énorme part de communication qui participe au fait que leur travail se vend. Et donc, nous... Une partie de l'argent, on va dire des droits supplémentaires qu'ont les auteurs chez nous, est liée à cette constatation que l'auteur ou l'autrice ou l'auteurice mérite d'être payé pour ce travail de com. Ensuite,
donc ce système ne marche pas pour tout le monde. Encore une fois, il y a besoin, effectivement, nous, on pourra jamais, et on n'en a pas envie, que ce système prenne la place de ce qui existe déjà, parce qu'il y a plein d'auteurs et d'autrices qui ne supportent pas les réseaux sociaux, qui tout simplement n'ont pas de communauté importante, n'ont pas envie de fonctionner comme ça, n'ont pas envie d'être esclaves aussi des GAFAM, des réseaux sociaux et des likes, ce qui est tout à fait légitime. Il y a aussi des autrices et des auteurs qui sont dans des productions ultra alternatives, magnifiques, mais qui ne trouveraient pas leur place sur les réseaux sociaux et qui ont besoin d'éditeurs pour les sortir finalement de l'ombre, les faire briller et montrer au monde de leur travail. Et ça ne pourrait pas, en aucun cas, être notre cas à nous chez Exemplaire. Donc encore une fois, on s'adresse à une catégorie très particulière de créatrices et de créateurs qui offrent déjà leur travail à voir sur les réseaux. Alors, le pitch, la phrase vendeuse des éditions Exemplaires, c'est pour une plus grosse part de camembert. Alors évidemment, si les éditions Exemplaires sont exemplaires, ou en tout cas sont alternatives, c'est bien parce que vous avez cette part de gâteau qui revient qui a une plus grande valeur que ces 8 à 10% pour les auteurs. Nous, en gros, parce que là, encore une fois, ça dépend de la vente. On vend de plus en plus en librairie. En librairie, les droits d'auteur sont plus bas car la remise libraire est de 40%. Donc plus on offre les frais de port parce qu'on vend en ce qu'on appelle en ferme. Bon, je ne vais pas développer, mais en gros, on ne peut pas payer aussi bien en librairie qu'en ligne, par exemple. Mais si on fait une moyenne de tout, en gros, une autrice ou un auteur qui est chez nous peut espérer gagner à peu près 30% de droits d'auteur si on rajoute tout, la ligne, le crowdfunding et puis la librairie. On est à peu près sur du 20-30%. Plutôt sur du 30%. Et puis, avec le temps, par exemple, une autrice comme moi qui a fait 20 ans de carrière dans les librairies, je vends plus en librairie qu'en ligne aujourd'hui. Donc, moi, je vais dire ça va peut-être un peu moins, mais on est quand même à 2-3 fois ce que peut proposer une maison d'édition classique, quoi. Alors, parmi les auteurs-autorices que vous avez découverts sur les réseaux sociaux, il y a Tamos. Alors, Tamos, votre ouvrage Hunterflow... est-ce qu'on peut dire qu'il a commencé sur les réseaux sociaux avant d'être un ouvrage édité chez Exemplaire ? Je pense qu'à la base, c'était un peu l'idée. Enfin, c'est aussi pour ça que Exemplaire m'a contactée, parce qu'il y avait l'idée de faire un livre à partir de ce que j'avais déjà mis sur Instagram. Mais moi, personnellement, j'ai l'impression que j'ai tout recommencé, en fait. Enfin, j'ai pas pris des posts que j'avais déjà faits pour les mettre dans un livre. Parce que je me disais que c'était tout simplement pas le même support et j'avais trop envie de profiter de l'occasion d'avoir un bouquin imprimé, d'avoir un objet pour pas faire une redite des réseaux sociaux. Après, je sais qu'il y a plein d'auteurs qui font ça et que c'est super, il n'y a pas de problème avec ça, mais moi j'avais envie d'en profiter pour faire vraiment une histoire et un fil rouge, donc oui et non en fait, parce que je pense que ce qui a plu à Exemplaire, c'était peut-être mon ton, mon trait, ce qui a probablement été la même chose dans le bouquin, mais j'ai pas l'impression d'avoir commencé sur les réseaux sociaux, Genderflow en particulier. Mais vous avez raconté votre récit de vie aussi, alors autant sur les réseaux sociaux que dans Genderflow bien sûr. Comment vous avez commencé la création de Genderflow ? C'était pendant vos études en fait ? Ouais, c'était chaud. En fait, j'étais sur un autre projet en même temps pour mes études, pour mon jury d'études. Et du coup, on m'a contactée en février de Master 2. Et évidemment, j'ai dit oui. Enfin, c'était le rêve de tous les jeunes étudiants de Saint-Luc. Et en fait, du coup, je me suis un peu réorganisée. J'ai mis des cours à l'année prochaine, notamment le mémoire. Donc, j'ai fait mon Master 2 en 2 ans. Et en fait, j'ai eu la chance parce que mes profs étaient hyper à fond. Et... ils me disaient que c'était quand même le but de me faire publier, quoi, de faire un master de bande dessinée, donc ils n'allaient pas mettre des bâtons dans les roues. Et du coup, ils m'ont pas mal aidée. Et en fait, ce que j'ai pu faire, c'est que pour mon master 2, pour mon jury, j'ai présenté les 2 projets, en fait. Et en plus, à mon jury, il y avait des personnes qui étaient publiées et des éditeurs et des éditrices. Et du coup, ils ont pu voir un espèce de une preview de Genderflow. Et je crois que je l'ai fini quelques mois après le jury, donc c'était quand même bien avancé. Et ça a pu aussi me rassurer d'avoir des auteurs et des autrices et des éditrices qui me disaient « Ouais, ton projet, il est prêt, fonce, quoi. » Du coup, c'était chouette de mélanger études et d'avoir en même temps un pied dans les éditions, même si je pense que j'étais un peu dépassée à plein de moments, parce que c'est quand même pas le même cadre d'être dans un
dans un espèce de cocon des études où on se dit ouah, quand je serai édité dans 10 ans, ça reste un fantasme. Et puis après, de vivre concrètement la chose et de devoir répondre aux appels et répondre aux mails et de plus trop avoir d'excuses, quoi. Puis vous êtes lancé vraiment sur le projet, donc le fonctionnement d'Exemplaire, qui est le crowdfunding. Alors, comment ça s'est passé finalement, ce pied un peu sec dans cette réalité-là? C'est un exercice, le crowdfunding. Comment ça s'est passé? Je me rappelle plus trop, parce que j'étais un peu genre dans le stress tout le temps. En vrai, ça a été parce que j'avais trop de trucs à faire. Non, en vrai, ça a été parce que surtout, j'étais très à l'aise avec les réseaux sociaux. Je pense que ça, c'est vraiment un truc qui m'a sauvée. C'est que ça faisait quand même plusieurs années que j'étais très active sur Instagram. Et avant ça, sur Facebook. Enfin, en 2013, j'avais déjà une page Facebook. Donc, j'étais connue, j'avais genre 1000 j'aime. C'était quand même pas mal à l'époque. Et donc, du coup, oui, ça, c'était vraiment pas compliqué, en fait. Une fois que j'avais compris comment ça fonctionnait, le crowdfunding... j'ai pu vraiment me réapproprier le principe de beaucoup publier, de faire des vannes et des mèmes autour du crowdfunding. Puis j'avais tous mes amis aussi qui m'aidaient pas mal, en fait, qui me donnaient des petites idées par-ci par-là. Ça a demandé beaucoup d'organisation, beaucoup plus que ce que je n'en ai. Donc j'ai dû un peu me mettre un coup de pied aux fesses pour m'organiser mieux et comprendre, parce qu'il faut organiser les goodies et puis les numéros, la feuille de route, il y a beaucoup de choses à faire. Et comme j'étais en pleine étude, moi j'étais pas vraiment, j'étais pas très organisée à ce moment-là. Je sais pas si je suis beaucoup plus maintenant, mais au moins j'ai compris comment ça fonctionne. Du coup, c'était quand même assez... c'est vraiment le côté Instagram que moi, je maîtrise assez bien. Je l'ai senti très fort, en fait. J'ai senti que je pouvais toujours me reposer sur mes connaissances des réseaux sociaux et que le reste allait suivre un peu. Alors, Lisa Mandel, du coup, comment les éditions Exemplaires participent elles-mêmes à ce système de financement participatif ? Alors nous, on a créé vraiment toute notre structure autour du financement participatif. Ça veut dire moi je suis associée, en fait on est deux à diriger cette structure. Il y a Antoine Vidcock qui est ingénieur en informatique et donc qui est mon associé. Et en gros, on a conçu un site qui est aussi un site de financement participatif, c'est-à-dire qu'on a choisi de ne pas se retrouver dépendant de sites comme Ulule, KissKissBankBank ou d'autres, et on a créé notre propre structure. Donc en fait, les projets, ils sont lancés sur notre plateforme directement, et on a misé sur le fait que justement, on n'éditait que de la BD, et que du coup, le public BD saurait qu'ici, il trouve du financement participatif que BD, parce qu'au début la peur c'était de dire mais ces grosses structures comme Ulule, ils ont énormément de visiteurs, est-ce que nous on va pouvoir rivaliser? Et en fait il se trouve que oui, on arrive en tout cas à faire des crowdfunding qui sont aussi corrects que chez Ulule, alors qu'on fait que de la BD. Donc voilà, là on participe à ça, et nous après normalement il y a un accompagnement éditorial, il y a une personne qui aide l'autrice ou l'auteur ou l'auteurice à concevoir sa page de crowdfunding, à concevoir le montant des packs, donc on discute ensemble. Moi, au départ, j'étais assez impliquée aussi, parce que finalement, mon rôle, j'ai quelques personnes que j'ai suivies éditorialement, mais grosso modo, je fais plutôt de la supervision. Donc, j'étais là aussi pour vérifier. Mais plus ça va, plus les éditeurs et les éditrices sont en autonomie. Et donc, moi, je suis... les éditeurs aussi, parce que, en fait, le crowdfunding, il faut vraiment pas oublier le rôle de l'éditeur quand même dans ces projets-là. C'est-à-dire que là, je parle dans le cas de Tam, il y a une éditrice qui l'a accompagnée. Donc, évidemment, c'est lui qui a fait 95% du travail. Mais néanmoins, quand je dis supervision, c'est que s'il n'y avait pas d'éditeur ou d'éditrice, c'est moi qui serais avec Tam directement à lui dire alors là, il faut que tu fasses ça, blablabla. Là, aujourd'hui, il y a l'éditeur ou l'éditrice qui est là pour accompagner artistiquement, mais aussi techniquement l'auteur. Donc, parce que comme vous me demandiez ce que nous on faisait en tant qu'exemplaire, je vous dis en fait donc nous on est censé être là pour simplifier quand même le travail de l'autrice ou de l'auteur pour que quand il fasse son crowdfunding il soit le moins seul possible. Mais bon, c'est quand même un exercice solitaire dans le sens où c'est un petit risque qu'on prend au niveau de son ego, surtout de se dire est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher. Effectivement, il y a tous ces goodies à préparer. Moi, pour l'avoir fait en tant qu'autrice, je sais que c'est un travail énorme, autant nerveusement que techniquement. Après, moi je dis toujours bon les gars, ça dure 1 mois. Donc il faut se dire que oui, pendant 1 mois, ça va être un peu la folie. Mais après, normalement, tout repart comme un livre normal. C'est-à-dire qu'on réalise son livre, après le livre sort.
Ensuite, il est commandé par des libraires, plus ou moins. Il est acheté en ligne. Et après, l'autrice ou l'auteur continue de faire sa promo. Mais voilà. Mais nous, en fait, on a choisi ce mode-là parce que ça nous permet de ne pas prendre de risques financiers. Et en fait, une maison d'édition, souvent aussi, elle ne peut pas se permettre de payer plus ses autrices et ses auteurs parce qu'elle prend le risque que les livres ne se vendent pas. Donc, il y a toujours un risque financier qui fait qu'il peut y avoir 3 livres qui ne se vendent pas bien. Et puis, c'est le 4e qui va rattraper, entre guillemets, les méventes des autres. Chez nous, ça ne se pose pas puisque chaque livre est indépendant. Et quand un livre est financé, ça veut dire qu'on a tout l'argent. Et donc, on peut se permettre de donner une plus grande part à l'autrice ou à l'auteur parce qu'il n'y a pas ce risque financier qui est pris. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a choisi ce mode de fonctionnement. Alors, dans ce mode de fonctionnement, en 3 ans, vous avez édité des grands noms. Je pensais à Soucier, je pensais à Pochep, je pense également à Anouk Ricard, Théo Grosjean aussi. Et vous avez, donc, comme Thamos, de jeunes auteurs et autrices, elles-mêmes découvertes sur Instagram, les réseaux sociaux. Alors, on va prendre quelques exemples. Vous pouvez voir à votre gauche un écran qui affiche quelques couvertures. Donc vous avez par exemple Salomé Laoche avec La vie est une corvée. Vous avez aussi Insomnie avec Maëlle Réa, qui sont des autrices de plus ou moins la même génération, entre 87 et 2000. Alors est-ce que ça vous permet aussi, les éditions d'exemplaires vous permet aussi de lancer de façon plus libre de nouveaux auteurs et autrices? Je dois dire que ça a été vraiment la surprise merveilleuse de la création de cette maison. C'est-à-dire que quand on l'a créée, on s'est dit, mais ce qui est dommage, et d'ailleurs on nous l'avait dit, mais même moi je m'inquiétais, je me disais, ce qui est dommage, c'est qu'on va pouvoir éditer que des gens qui ont déjà une grosse communauté, qui sont déjà un peu connus. C'est dommage. Alors on avait trouvé un système de parrainage en disant, les gros auteurs, entre guillemets, qui arrivent à dégager énormément d'argent au crowdfunding, on va leur demander s'ils veulent pas s'engager pour parrainer un plus jeune et tout. Sauf qu'en fait, 2/3, je crois, de notre catalogue, c'est des premiers albums, c'est des jeunes autrices et auteurs, parce qu'en fait, c'est les plus à l'aise sur les réseaux sociaux. Donc ça a été vraiment, quand c'est arrivé, quand on a vu qu'on a lancé Thamos ou Salomé, qui marche super bien chez nous, ou d'autres, et que ça a marché super bien, moi, je me suis dit, mais c'est génial, c'est vraiment ça, c'était la peur que j'avais. Et pour le coup, ça nous permet, on a une équipe quand même d'auteuristes qui est, je profite de le dire avant que ce soit interdit l'écriture inclusive et tout ça. Si certains ont suivi les projets de loi. Et en fait, ça fait que, finalement, je crois que la majorité de nos auteuristes, ils ont moins de 30 ans, quoi, en fait. Il y a toute une vague de gens qui ont plus de ma génération ou un peu plus jeunes, mais qui, même un peu plus âgés, que moi, je suis allée solliciter quand j'ai monté la structure. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on a vraiment beaucoup de jeunes auteurs. Du coup, ça fait... Moi, j'aime bien parce que ça fait du coup l'ambiance d'exemplaire. Elle est vraiment... c'est un laboratoire. Des gens sont jeunes. C'est leurs premiers albums ou leur deuxième ou leur troisième. Donc ça, c'est vraiment la super surprise du projet. Alors, à propos d'écriture inclusive, Thamos, Jean Derflou, c'est un peu un laboratoire d'expérimentation aussi. Alors, comment ça s'est goupillé un petit peu l'utilisation de cette écriture qui varie énormément à travers le livre et comment ça a été reçu aussi, parce que ça n'a pas été très très simple finalement. Oui, c'était un peu une expérimentation parce que j'ai écrit le livre au moment où moi-même je me posais plein de questions, donc j'étais même pas sûre de comment ça allait se finir en fait. Enfin, j'avais pas vraiment de réponse, d'où le titre. Enfin, tout est très flou. Et du coup, je pense que j'ai un peu, pour le livre en tout cas, j'ai vraiment pris le parti d'assumer ça en fait et de dire. Enfin, j'ai fait un petit disclaimer au début du livre en disant moi, je sais pas encore comment me genrer, donc dans le livre, ça risque d'être un peu parfois féminin, parfois masculin, parfois inclusif. Et donc, d'ailleurs, avec la correctrice, on s'est un peu pris la tête, parce qu'il y avait quand même des soucis de compréhension de qui parle dans les bulles. Et, donc, il y a des moments où on se comprenait pas du tout, on savait même pas qui parlait. Enfin, je me rappelle d'une page où il y a mon père qui parle. Et en fait, elle pensait que c'était moi qui parlais. Et donc, j'écris qu'il est angoissé, angoissé quoi. Et en fait, elle m'a renvoyé 10 mails pour me dire non, mais il faut que tu mettes un inclusif parce qu'on sait pas qui parle. Et je dis mais justement, t'as pas compris, c'est mon père qui parle. Enfin bon, bref, c'était un peu compliqué. Mais bon, en fait, c'était assez chouette de voir que justement, j'avais la liberté de faire ça et de voir que j'avais pas forcément besoin de lisser mon propos ou de dire, de choisir en fait, parce que ça, c'est un truc aussi que moi, j'apprécie beaucoup chez Exemplaire et que j'ai peu trouvé dans mes contacts avec d'autres maisons d'édition. C'est que ce genre de sujet, c'est pas facile avec tout le monde. Et là, pour le coup,
j'avais un peu carte blanche, quoi. C'était genre, si tu veux raconter ça, tu racontes ça. Enfin, bien sûr, il faut voir... il faut voir comment ça fonctionne et au niveau de la lisibilité, mais en soi, j'avais pas du tout de restriction au niveau du propos. Par contre, là où c'était peut-être un peu plus compliqué, c'est les réseaux sociaux. Parce que du coup, par les réseaux sociaux, on est quand même très visible. Et on peut être visible par des personnes qui sont absolument pas intéressées ni à la BD, ni aux questions de genre. Et bon, ça c'est un peu... c'était quelque chose qui était un peu difficile au moment du crowdfunding, c'est que je me suis rendu compte que plus j'avais de visibilité et plus j'avais d'acheteurs, mais plus j'avais de visibilité et plus j'avais de haters aussi. Et bon, ça a pas été... si, c'est quand même... C'était pas très marrant, en fait. Enfin, maintenant, je minimise un peu parce que j'ai un peu l'habitude et du coup, ça me fait plus grand-chose. Mais c'est vrai que j'étais en pleine campagne, à essayer de vendre mon projet, et puis il y avait des gens qui étaient super transphobes dans les commentaires, et du coup j'en ai profité, je pense aussi pour comprendre les stratégies marketing d'Exemplaires entre autres, et juste des réseaux sociaux. C'était vraiment de me réapproprier ça, et en fait c'était un sujet dont je parlais très peu sur mon compte Insta. J'avais plutôt tendance à avoir honte de ce genre de commentaires et les supprimer et déprimer dans mon coin. Et là, je me suis dit, en fait, c'est aussi l'occasion de visibiliser un truc, parce que je suis certainement pas la seule personne à se prendre des trucs comme ça. Et du coup, j'ai commencé à partager, en fait, à le mettre en story, à dire, voilà, ce matin, je me réveille, je vois ça, tu vois. Enfin, c'est pas très cool et tout. Et en fait, déjà, je vois très bien que la communauté réagit super vite, parce que du coup, c'était des gens qui voulaient soutenir le projet et qui étaient là, ça a pas leur place ici, en fait. Et en plus, j'avais une idée de t-shirt avec des phrases transphobes, des réponses. Mais bon, finalement, je l'ai pas fait, mais peut-être qu'un jour je le ferai. Mais voilà. Ce soutien que vous avez eu de votre communauté, est-ce que le fait de peut-être écrire Genderflu, ça vous a aussi permis de parler plus facilement des questions de transidentité, de non-binaire, de définition aussi, parce que c'est un vaste vocabulaire. Et d'ailleurs, vous avez mis un lexique au début de Genderflu, de parler plus facilement d'une part de votre vie, mais aussi de ces questions-là sur les réseaux sociaux. Ouais, totalement. En fait, déjà, je me rassurais en me disant que si les personnes allaient acheter le livre, il y avait quand même une vraie volonté de s'intéresser à tout ça. Et donc, je me sentais aussi beaucoup plus à l'aise, comme si c'était un espace plus sûr aussi, le livre en lui-même, pour écrire ce que je voulais, en fait, autour de ces questions-là, plus que les réseaux sociaux. Et en fait, après, ça c'est quand même un peu entre... Croisés. Ouais. Enfin, ça s'est aidé, en fait, parce que plus j'écrivais pour le livre, et plus je prenais confiance aussi là-dedans, et plus j'en montrais, et plus j'avais quand même des super réactions de gens soit qui vivaient des choses similaires, soit juste qui étaient vraiment legit intéressés, et surtout que je prenais pas un parti trop pédagogue. Enfin, je sais que ça explique d'office des choses, surtout que j'ai mis un lexique et tout, mais c'était pas non plus le but de absolument tout définir, tout expliquer et tout. C'était vraiment, je racontais moi et mes réflexions. Et je pense que c'était aussi un prisme un peu smart, parce que du coup, c'était genre, je vous explique pas la vie, mais moi, je me pose cette question en tant que personne, mais c'est tout, quoi. Enfin, je vais pas vous faire la leçon là-dessus. Alors, dans Genderflu, on peut trouver une image de place publique sur laquelle vous posez cette question de deux portes. Donc, ces deux portes, on imagine bien ce qu'elles sont. C'est filles ou garçons, vous n'avez pas d'autre choix que ces deux-là. Et vous parlez de cette place publique. Est-ce que cette place publique, c'est finalement l'incarnation des réseaux sociaux ? Je crois que sur le moment, j'avais pas pensé aux réseaux sociaux, parce que cette partie-là, je l'avais faite bien avant l'idée de Genderflu. C'était un petit fanzine, en fait, que j'avais fait à part. Moi, c'était plutôt l'idée de l'espace public social, en fait, enfin, de la famille et de l'école aussi beaucoup, parce que du coup, c'est l'année où j'ai commencé à en parler à l'école. Et du coup, fatalement, je me suis retrouvée confrontée à des débats et des questions et des remarques plus ou moins cool. Et en fait, j'avais vraiment cette sensation d'être constamment fliquée. Enfin, dès que je parlais de cette question-là, que j'amenais quand même assez innocemment sur le plateau, quoi. Je disais, moi, je crois que j'aimerais bien qu'on dise Yel, ou moi, je suis pas sûre. Enfin,
systématiquement, on me disait bah ouais, mais va falloir expliquer mieux que ça parce que moi je te crois pas. Et c'était un peu ça que je vivais dans ce truc social, quoi. C'était le côté se justifier hyper bien, sinon ça n'a pas de valeur en fait. Et ça c'était un peu compliqué, quoi, parce que du coup il n'y a pas de place justement pour le flou et pour les réflexions en fait. Bon, après je dis ça, il y a des personnes qui sont super à l'écoute de ce genre de questionnement, mais ce que j'entendais par place publique, c'était plutôt ce côté en fait, si ton discours il est pas sans faille, on ne prend pas au sérieux. Et ça, je trouve ça un peu dur. Et c'est pour ça que genre de flou, c'était important d'avoir ce mot flou pour édulcorer peut-être ce sans faille qui est subi en société. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, ce que je trouve un peu difficile, justement, dans cette place publique, c'est exactement l'espèce d'idée de perfection. Et on n'a pas de place pour se planter ou pour changer d'avis. Enfin, même une histoire, c'est tout bête, mais une histoire de prénom et de pronom. En fait, on ne peut pas vraiment savoir si ça nous convient avant d'avoir essayé. Mais sauf que c'est un peu bizarre de fréquenter des personnes super longtemps et de leur dire bah, soudainement, en fait, il va falloir que tu dises « il » quand tu parles de moi parce que là, elle, ça me met plus très à l'aise. Enfin, ça demande quand même un peu de se confronter à des tonnes de réactions différentes alors que, en tout cas, moi, personnellement, j'étais quand même dans un truc vraiment de je vais essayer parce que je suis pas sûre et je crois que c'est un des trucs qui m'importe le plus dans le livre en fait et dans l'écriture du livre, c'est que je me suis rendu compte de ça, c'est que je peux rien figer et j'espère que les personnes qui lisent le livre se rendent compte que je fige rien en fait et que je veux vraiment pas donner soit des solutions soit des arrêts, enfin genre des stops à des choses, alors que je trouve que la question du genre c'est justement des réflexions qui sont infinies et c'est ça qui m'intéresse le plus en fait. Alors vous participez également, Thamos, à une exposition que vous pouvez voir au Palais du Grand Large, pardon, oui, c'est un grand palais, au Palais du Grand Large, qui est Mauvaise fille. Et dans cette exposition, on peut retrouver une planche où vous discutez avec quelqu'un de trans, dont j'ai perdu le prénom, qui vous pousse qui vous fait comprendre que vous aussi, vous pouvez en fait être à l'aise. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette planche qui n'est pas... Ouais, mais en fait, elle n'est pas dans Gender Flou. Oui, justement, c'est pour ça qu'elle m'interpelle. C'était une planche pour mon mémoire, en fait, parce que j'ai fait un mémoire autour de la non-binarité dans le milieu du travail. Mais finalement, ça s'est transformé en juste la non-binarité, réflexion. Et il y a une petite partie sur le travail. Mais ouais, non, en fait, je pense que c'est la première personne trans que j'ai rencontrée de ma vie, en sachant qu'elle était trans. Et c'était quelqu'un qui était très à l'aise. C'était dans une fête. Enfin, peut-être que vous lirez la planche dans l'exposition. Et j'étais super mal à l'aise d'aller à cette fête parce que justement, j'étais en plein questionnement et j'avais trop peur qu'on me voit comme une fille ou qu'on me parle de certaines choses. Enfin, j'avais peur des débats. J'étais un peu dans une anxiété sociale et tout. Et je me suis retrouvée à cette table avec cette personne qui avait du coup des pronoms choisis, un prénom choisi et qui était très clairement trans et qui était très clairement très à l'aise avec ça et hyper fière de ça. Et en fait, on n'en a même pas parlé aussi. C'est ça que j'ai trouvé ouf, c'est qu'elle m'a juste demandé mes pronoms. Du coup, j'ai dit « il ». C'était la première fois. Du coup, j'ai fait genre, j'étais à l'aise avec ça. C'était un peu un test. Et en fait, ça a trop bien marché parce que du coup, c'était juste la seule question. Et après, on a parlé de notre vie. Et je me suis dit « waouh, mais en fait, je peux exister aussi au-delà de ça, socialement, sans qu'on m'emmerde, en vrai. Enfin, sans qu'on me demande des justifications, sans qu'on me dise « bah oui, mais regarde, ta tête, t'as quand même une bouille de meuf. » Enfin, voilà. Et avec quelqu'un qui vivait probablement la même chose, quoi. Et au final, on a parlé d'autres choses et on a dansé. Et, enfin, c'était une soirée un peu normale. Mais au moins, j'avais plus ces questions, en fait. C'était aussi ça, quoi. Lisa Mandel, toute cette liberté de création et de récit qui est très intime, puisque ça reste, Gender Flou reste une histoire très très personnelle, comme le pouvait l'être notamment une année exemplaire que vous avez écrite sur un tout autre sujet. Toute cette liberté, c'est un des étendards des éditions exemplaires.
Oui, nous, alors je suis un exemplaire, on a une charte. Et la charte, elle demande, si on doit aller dans la liberté d'expression, elle demande qu'il y ait, l'auteur ou l'autrice s'engage à ne faire aucune apologie de l'intolérance de manière générale, mais que ce soit l'homophobie, la transphobie, l'islamophobie, l'antisémitisme, le racisme, enfin en gros, la grossophobie. Donc, mais à part ça, évidemment, on peut parler de tout. C'est pas qu'on s'est dit... En fait, ça a été un non-sujet. Hein. Le projet de Thamos, il nous a plu. On a dit, trop bien, ce serait trop bien qu'il existe chez nous. Mais il n'y a aucun moment où on s'est posé la question de ce qu'on pouvait dire ou pas dire. On a embrassé le projet, virtuellement, évidemment, à bras-le-corps. Et on l'a fait. Et évidemment, c'était un non-sujet. Après, moi, je fais partie aussi de la communauté LGBTI++. Donc, je veux dire, c'était un non-sujet encore plus pour moi, mais même pour Marion qui a suivi le projet, qui est aussi, elle, s'inscrit aussi dans ce genre de démarche, enfin, hyper... voilà, c'est une maison d'édition, de toute façon, qui est hyper ouverte à ce genre de sujet depuis le début. C'est même pas d'être ouvert, c'est que pour nous, le sujet, c'était l'expérience de Tam par rapport à sa transidentité, et on a trouvé qu'il était traité de manière sensible et surtout qu'il s'inscrivait dans une démarche qui aussi était partagée par énormément de gens aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi que ce qui explique aussi le succès et l'accueil hyper favorable qu'a reçu ce projet, c'est qu'en plus d'être traité avec humour, de manière assez légère, avec un trait, de toutes ses qualités, il parle vraiment à toute une génération qui se retrouve dans cette espèce de refus de l'injonction à la binarité. Et c'est vrai que moi, j'ai pas connu ça quand j'avais l'âge de Tam. Et c'est vrai que c'est des questions que, du coup, moi, jeune, je n'ai pas pu me poser parce que simplement, on ne se les posait pas. La question à l'époque, moi, je me rappelle, on avait un fanzine... Maintenant, je vais parler de moi, je vais m'allonger comme ça. Non, mais on avait un fanzine, parce qu'il n'y avait pas Internet. Hein. Oui, il n'y avait pas Internet. Et on avait vendu un fanzine gay et lesbien. À l'époque, il n'y avait même pas LGBT, hein, c'était gay et lesbien. Il y avait des boîtes de nuit gays et lesbiennes. Donc déjà, pour vous dire, le T, il n'était pas encore là, quoi, ni le B. Et en fait... même si on sait que ça existait, hein. Mais, et qu'on n'y croyait pas trop, surtout le B. Bref, tout le monde... Non, je rigole. Mais, le lexique. Petite blague, petite private joke. Donc, on avait ça, et je l'avais vendu à mon école, donc je le vendais aux profs, aux élèves. Il y avait déjà quand même... c'était une école d'art, hein, c'est les Arts Déco Strasbourg, on va pas dire, c'est pas Assas, quoi, mais... n'empêche que j'avais eu aussi des réactions un peu d'étudiants, notamment un qui m'avait dit « Ouais, alors moi, demain, je vais faire ma BD sur les hétéros. » Et j'étais là, ouais, tu sais, c'est à peu près 99,9% de la production, donc fais-toi plaisir, ce sera pas original. Et en fait, les gens, ils comprenaient pas qu'à un moment donné, on avait envie de parler de nous, et que ce soit pas quelqu'un d'autre qui le fasse à notre place. Donc, c'était un fanzine où on était 4 à l'avoir monté. Mais voilà, donc, mais c'était complètement une autre époque. Et alors, la non-binarité, par contre, il y avait à l'époque... Mais bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que ce n'est pas le sujet, mais ce qui aujourd'hui, en fait, toute cette question sur la non-binarité, à l'époque où moi j'étais jeune, c'était les butch, quoi. Il y avait les butch, et les butch, c'était ces personnes extrêmement androgynes qui souvent avaient un passing très masculin, qui l'assumaient comme ça, et il y avait les butch, quoi. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ça s'est déplacé sur des questions plus fines, et puis aussi sur des possibilités de transformation qu'il n'y avait pas quand moi j'avais 20 ans. Ça n'existait pas, les hormones, on ne pouvait pas se transformer, on était butch, puis c'était comme ça, quoi. Alors, petite encart définition, passing, c'est quoi ? C'est-à-dire, le passing, c'est pour une personne trans qui puisse passer, qui, par exemple, si c'est un homme trans, par exemple, le fait que dans la rue, on le prenne entre guillemets, pour un homme cis. C'est-à-dire à quel point on a du passing. Il y a des personnes trans qui ont plus ou moins un passing... je sais pas comment dire, un passing efficace, je sais pas comment dire. Non, mais le passing, c'est est-ce que dans la rue, on va me prendre pour un homme, on va me prendre pour une femme, ou est-ce qu'on va voir que je suis trans, et il y a des gens qui ont un passing, voilà, qui ont la chance, ou qui le disent, hein, qui disent, moi, dans la rue, je suis trans, on voit pas que je suis trans, en fait. Donc le passing, et ça peut être valable, je pense même pour quelqu'un qui va être, je sais pas moi, d'origine algérienne, mais dans la rue, on va pas voir qu'il est d'origine algérienne, il a un passing blanc. Ça peut marcher là-dessus, hein. Après je ne vais pas m'étendre sur des sujets que je maîtrise moins, mais voilà, donc moi j'étais hyper contente de voir qu'aujourd'hui il y a des jeunes autoristes qui se posaient ces questions-là, et de pouvoir les relayer dans la maison d'édition que j'avais cofondée, ça me semblait plus qu'une évidence. Donc en fait là il n'y a vraiment pas eu de sujet autour de ça. Oui, c'était vraiment un non-sujet en fait. Je crois que c'est ça aussi.
la raison aussi pour laquelle ça m'a mis si à l'aise, c'est que comme je parlais de justification tout à l'heure, là ça n'a pas du tout existé, mais je pense que ça a traversé la tête de personne à Exemplaire en fait. Enfin, c'était même pas la question. Et je parlais aussi tout à l'heure de mon mémoire à propos des personnes non binaires au travail. Et c'est vrai que j'ai été forcée de constater que à Exemplaire, j'avais pas grand chose à dire. Enfin, j'étais là, je suis un auteuriste, quoi. Enfin, voilà. Ce mot auteuriste qu'on va évidemment retenir et qui maintenant s'intègre en dépit de la loi. De la loi, de l'acceptation de la langue inclusive. Est-ce que tout de même l'humour est un point essentiel des éditions Exemplaires, puisque toutes les BD qui sont éditées chez Exemplaires peuvent être sur des sujets extrêmement sérieux et pourtant ont toutes ce point commun d'être très drôles. Oui, c'est vrai que l'humour est un peu le fil rouge de notre maison d'édition. C'est lié aussi aux médias, parce que quand on publie sur Instagram... Après, non, il y a des gens qui font des choses finalement assez tristes, des fois. Mais c'est vrai que nous, on était plus sur l'idée qu'on peut parler de tout, mais si en plus on plombe ça avec une musique mélo derrière, ça devient vraiment compliqué. Et donc, c'est vrai que tous les autrices et les auteurs et les auteurices qui sont chez nous... partagent cette espèce de vision d'humour qu'ils mettent dans tout ce qu'ils font. Et du coup, c'est vrai qu'on peut dire que c'est un peu ça fait partie de l'ADN de la maison, mais après, il n'est pas dit qu'on publie à un autre moment des livres ou des bandes dessinées qui ne vont pas être centrées sur une vision humoristique de la vie. Mais c'est vrai que c'est ce qui se passe en ce moment. Et puis après, moi, à titre personnel, c'est ça qui me plaît. Et je pense qu'on est plein chez Exemplaire à apprécier aussi cette capacité de raconter les choses, de se raconter avec humour, avec autodérision. Ça permet quand même de faire passer beaucoup de messages, quoi. Je peux juste rajouter, moi je me demande aussi si c'est pas parce qu'on passe principalement par les réseaux sociaux, ce qui est un peu un dérivé de la presse, et que du coup on a tendance aussi à avoir ce genre de ton très efficace justement autour de l'humour, parce que je pensais à justement, on avait cette discussion avec des amis récemment sur l'humour dans la BD, et on se disait qu'il y avait très peu de concours officiels, je sais pas, je pense à peut-être qu'au début, je sais pas en fait qui a gagné, mais même Raymond Leblanc et tout ça, tous ces concours-là, on se disait que c'était rarement les projets humoristiques qui gagnaient. Et on est un peu nombreux à faire de l'humour, enfin, parmi mes potes, quoi. Et j'ai l'impression que moi, je suis un peu passée par des chemins pratiques, quoi, pour pouvoir expérimenter et faire des blagues. Ouais, c'est ça, mais c'est une question qu'on se pose aussi à toutes les générations de gens qui ont fait de l'humour, c'est constater que faire rire les gens, en réalité, c'est extrêmement difficile, et néanmoins, c'est extrêmement... je vais dire le mot méprisé, en fait, souvent parce que c'est facile, c'est drôle, allez-y, vas-y, fais une blague là, puis fais-nous rire, tu vois, c'est si facile que ça. Mais à l'arrivée, c'est pas valorisé. C'est-à-dire qu'il y a peu d'auteurs humoristiques qui ont eu des prix prestigieux, il y en a, hein, mais c'est pas commun. Et c'est vrai que l'humour a une place un peu bizarre en France où alors là même que c'est tellement difficile, franchement, moi j'ai l'impression parfois que ce serait plus facile pour moi de faire des trucs tristes ou des trucs sérieux que de faire de l'humour. Ça demande une réflexion, et puis des fois on n'a pas envie de faire rire, on est obligé, et pour autant à la fin c'est pas du tout valorisé, ça c'est vrai, et c'est une question qu'on s'est beaucoup posée et qu'on se pose encore dans le milieu de la BD, surtout entre auteurs comiques. Alors, un sujet sérieux, vous en avez traité, notamment, alors on va revenir à cette série d'abord très sérieuse que vous avez fait, qui est HP, sur l'histoire de la maladie mentale. Et vous avez rempilé sur ce sujet-là avec Se rétablir. Alors, on va mettre les pieds dans le plat, et je vais revenir sur l'humour après, puisque c'est lié. Quelle est la différence entre guérir d'une maladie mentale et se rétablir ? Alors déjà... Comme vous l'avez dit sur le titre, j'utiliserai pas maladie mentale, j'utiliserai santé mentale. Déjà, on part sur autre chose. La santé mentale, on en a tous une, et toutes une, et tous une. Je profite. Je me sens très visée. Hein. non, mais moi, c'est plus par rapport à un article que j'ai lu sur le fait que ça allait peut-être être interdit. Alors Donc en fait, on a tous une santé mentale, et parfois, elle part un peu en cacahuète. Et j'ai oublié du coup la question. Alors oui, la question c'est quelle est la différence entre se guérir et se rétablir ?
en fait, se rétablir n'est pas guérir. C'est-à-dire que se rétablir, c'est réussir à vivre une vie la plus épanouie possible avec ou malgré un trouble. Là, on est sur la santé mentale, on pourrait être sur le cancer, on pourrait être sur un handicap après un accident de voiture, on pourrait être sur plein de traumas. C'est comment réussir et voilà. Et donc c'est une philosophie, c'est un concept qui a été importé d'Amérique du Nord et de pays d'Europe du Nord. Et donc c'est pas juste un mot, c'est en fait toute une démarche pour permettre à des personnes qui souffrent de troubles psy de mener une vie normale, sachant que c'est une pathologie chronique, et donc comme toute pathologie chronique, a priori, elle risque de nous accompagner à un bon moment. Et ça part en fait d'un postulat de départ que peu de gens savent, c'est-à-dire que sur 3 personnes qui vont être diagnostiquées avec un trouble psy lourd, je tiens au mot lourd parce que ça veut dire des troubles qui les handicapent à un moment donné de leur vie, qui leur font passer par la psychiatrie, tels que bipolarité, le fait d'entendre des voix, donc entendeur de voix, le fait d'être diagnostiqué schizophrène, les TDAH, troubles de l'attention, la dépression, mais un stade important. Et sur 3 personnes qui sont diagnostiquées avec ce trouble, 2 vont s'en remettre. Et il en restera une, c'est quand même un gros pourcentage, mais ça veut dire que 70% des personnes arrivent à fonctionner normalement dans la société, à peu près normalement, avec un trouble diagnostiqué. Et ça, on ne le sait pas, parce que ce qu'on voit, on voit la partie émergée de l'iceberg, on voit les gens dans la rue qui parlent tout seuls, on voit les gens en crise dans les hôpitaux psychiatriques, mais comme disent les personnes concernées elles-mêmes, la folie, c'est une maladie intermittente, on n'est pas tout le temps fou. En général, on est 95% du temps normal et 5% du temps en crise. Et les crises sont suivies de grosses dépressions. Bref, il y a tout un truc. Mais donc, en gros, c'est un concept qui est basé sur l'espoir et qui dit qu'en prenant conscience de son trouble, avec le bon accompagnement, on peut s'en sortir. Et donc le livre raconte, en fait, à travers le témoignage de 4 personnes, raconte comment ces 4 personnes se rétablissent ou sont en rétablissement et comment elles s'en sont sorties malgré des diagnostics extrêmement extrêmement durs au départ, après des passages par des moments très compliqués, des internements, des tentatives de suicide, une détresse psychologique énorme, comment elles arrivent à s'en sortir et quelles sont les clés. À travers ça, on a un peu les clés de ce que c'est, quelles sont les clés, la toolbox, comme disent un anglicisme, pour se sortir de là. Et donc, il y a aussi une partie un peu plus didactique qui explique ce que c'est le rétablissement et l'origine du travailleur père et de l'infirmier psy en santé mentale. Vous avez sans doute remarqué, le sujet est lui-même assez lourd. Ouais. Et Se rétablir est une bande dessinée très drôle. Comment vous avez du coup mené vos entretiens et réussi à retranscrire ces histoires-là qui ne sont pas drôles du tout, avec pourtant tout cet humour? Parce que les gens eux-mêmes, quand ils racontent leurs histoires, souvent ils sont très drôles. En fait, il y a de l'humour. C'est pas parce qu'on est concerné qu'on n'a pas la capacité de rire de soi. Et donc moi, souvent, je me suis contentée, et c'est très sincèrement, de retranscrire au mieux les témoignages qu'on m'a livrés, en essayant évidemment, après c'est tout le travail du conteur, de faire ressortir les endroits drôles, de trouver le rythme, mais j'ai rien inventé, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont d'ailleurs des amis, et quand ils me racontent leurs moments de crise, on en rit ensemble. Je veux dire, il y en a un, il entendait des nazis. J'ai un ami qui est vraiment un très bon ami à moi et qui, dans sa jeunesse, entendait c'était dans les chauffages, des partouzes de femmes dirigées par un nazi qui parlait arabe. Et lui, il était un juif d'une famille, alors il explique, parce qu'après les gens expliquent leur parcours, et que lui, il était sûr, il avait alerté le Canard enchaîné pour leur dire « Mais il y a une partouze dans l'immeuble, c'est un nazi qui dirige ça !» et que la personne lui avait dit « Ah bah oui, monsieur, c'est bien noté, au revoir !» et qu'après, il était tout content, puis qu'il s'est rendu compte qu'elle lui avait pas demandé son adresse, il lui avait pas demandé son numéro de téléphone. Ça, il le raconte avec un humour, c'est hyper drôle. Et pour autant, ça reste un moment de sa vie extrêmement dramatique. Et tout l'exercice, il consiste à ne pas minorer la détresse et la peine et la dureté qui a assailli des personnes et qui les traversent encore dans leur vie, tout en respectant aussi leur humanité et leur capacité à rire d'eux-mêmes et à rire de la situation. Donc voilà, le livre, il est à l'image finalement des personnes qui m'ont raconté leur récit. Et de la même manière que HP, que j'avais fait sur la carrière de mes parents, c'était la même chose. C'était des infirmiers en psychiatrie qui étaient à leur retraite à l'époque, qui racontaient cette époque-là avec beaucoup d'âpreté, mais aussi avec un humour incroyable. Parce que
le milieu de la folie, entre guillemets, c'est l'absurde à l'état pur. On se retrouve devant des situations et devant des comportements qui sont complètement surréalistes. Et du coup, il faut aussi réussir à voir la drôlerie qu'il peut y avoir là-dedans, parce que sinon, juste, autant crever tout de suite. C'est à un moment donné où il n'y a plus d'humour, autant crever, moi j'ai envie de dire. Donc l'humour, il est là parce que c'est aussi... comme disait l'autre, la politesse du désespoir. À un moment donné, l'être humain a cette capacité à rire de lui et à rire jusqu'à ce qu'il meure, quelque part. Je pense que dans les camps de concentration, c'était pour faire des parallèles affreux, les gens, les survivants disent qu'ils riaient. Il y avait des moments où ils arrivaient encore à rire des choses. Pourtant, c'était le pire du pire. Et je pense que quand aujourd'hui... on voit l'état du monde, je pense que... Enfin, moi, j'avais travaillé j'avais fait une bande dessinée sur les camps de réfugiés de la jungle de Calais, où c'était des situations sanitaires affreuses avec des gens qui étaient vraiment qui sortaient de pays en guerre, qui avaient parfois perdu toute leur famille, qui s'étaient persécutés, qui avaient traversé la Méditerranée, qui s'étaient retrouvés... qui avaient traversé pique-pendre, et les gens, ils n'étaient pas tous dans un coin en train de pleurer, en fait. Ils tenaient bon, il y avait des gens qui riaient. Enfin, la vie continue, quoi. Voilà. Des nouvelles de la jungle de Calais, oui, le titre de cet ouvrage. Alors, un tome, ça ne suffisait pas pour se rétablir. Ça, c'est le drame de ce projet. Un tome, ça suffisait, mais j'avais trop de témoignages et du coup, j'arrivais pas à terminer mon livre. Et c'est un ami qui m'a dit une BD, on peut faire 2 tomes. Et du coup, j'ai écrit tome 1. Du coup, ça m'a permis de me dire... Ok, je finis celui-là, puis comme ça, les autres témoignages, je pourrais en parler dans un tome 2. Sauf qu'en réalité, là, j'ai eu d'autres projets professionnels qui ont fait que le tome 2 s'éloigne au niveau du temps. Mais en réalité, ce livre aurait pu ne pas avoir de tome 1 et fonctionner. Il fonctionne très bien tout seul, mais c'est vrai que j'ai pas touché... Si vous voulez, il y a plein de... Par exemple, je voulais toucher aussi les troubles du comportement alimentaire qui peuvent aussi amener en psychiatrie. Je voulais toucher aussi les personnes qui décompensent à la suite d'un trauma trop important, parce que j'en avais pas parlé. Il y avait comme ça quelques spécificités de douleurs psychiques que je n'avais pas abordées et que je voulais aborder. C'est pour ça que je me suis laissé la possibilité d'en faire un 2, mais ça aurait été pareil, j'aurais pu ne pas écrire tome 1 et me laisser la même possibilité. Si vous voulez, c'était un piège qui s'est refermé sur moi. Et voilà. Alors un piège, on peut apercevoir quelques miettes sur votre page Instagram avec le début du témoignage de Maud, notamment à propos des troubles alimentaires. Les pages Instagram sont très instructives parce qu'elles nous permettent aussi de deviner que, Tamos, vous avez d'autres projets en cours. Oui. Dites-nous en plus. Là, je travaille sur un projet de fiction parce que j'ai assez raconté ma vie, là, c'est bon. En vrai, je continue à le faire sur Insta en plus, donc si vous voulez savoir ma vie, vous pouvez aller sur Instagram. Oui, je travaille sur un projet de fiction qui va se passer au Moyen-Âge. En fait, c'est le projet que j'avais commencé en Master 2 avant d'être interrompu par Exemplaire. Dommage. Du coup, je le reprends avec Exemplaire. Comme ça, la boucle est bouclée, c'est bien. Et du coup, c'est l'histoire d'un chevalier qui est trans. Donc, on peut apercevoir quelques pages supposées ce qui va se passer, notamment sur Instagram également. Donc, à l'Instagram, je vous le donne, Tamos-8, le-8, Thermos. Voilà. Et Mandel-Lisa également pour Lisa Mandel. Vous pouvez également suivre tout ce que font les maisons d'édition exemplaires à exemplaire-édition. Et si vous avez des questions, c'est le moment. Voilà. Est-ce qu'on a un micro dans la salle ? Le micro arrive. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Monsieur ? Bonjour, merci pour ces présentations et témoignages. J'ai une question sur vous disiez qu'entre le compte Instagram et la BD Genderfluid, il y avait eu vous aviez totalement retravaillé, mais notamment, est-ce que vous pourriez pointer quelques spécificités du format Instagram ou du format BD ? Enfin, qu'est-ce qui va être différent vraiment au niveau de la forme ? J'ai bien compris cette histoire de fil rouge, qui est peut-être un petit peu plus dur sur Instagram, mais vraiment au niveau du format, quoi. Déjà, mettre en page 10 slides, c'est un enfer. Je sais pas si tu as déjà eu ça. Non, toi, tu fais 4 et 4 et 4. Ouais, je fais 4 Mais parce que du coup, sur Insta, on a la place que de 10 cases. Et donc, pour la mise en page, c'est vraiment un casse-tête absolu. Donc déjà, j'ai dû faire des trucs un peu ingénieux comme ça. Donc en fait, j'ai vraiment fait l'inverse. À partir du moment où j'avais le format de mon livre, j'ai fait d'abord les planches. Et après, j'ai remis pour Instagram, ce qui en fait a un peu plus de sens quand on y pense. Et du coup, maintenant, je fais ça
Au lieu de penser post Instagram, je pense planche de bande dessinée. Et après, je m'arrange. Donc, c'est un peu compliqué parce que des fois, on a des cases comme ça, des fois, on a des cases comme ça. Mais ouais, ça, c'était une principale différence. Après, il y a aussi au niveau de mon intimité, en fait, parce que dans Genderflu, je raconte des épisodes qui sont quand même assez personnels. Et en fait, il y a des trucs que je me sentais pas du tout de mettre sur les réseaux sociaux. Je parle un petit peu de ma vie amoureuse dans Genderflu. Je parle un peu du deuil de ma mère aussi. Et ça, c'est des questions qui m'appartiennent, en fait. Et vraiment, je sens très fort la différence entre en parler dans un livre et en parler sur les réseaux sociaux, quoi. Est-ce qu'on a une autre question? Non? Oh, on dira qu'on a été complet. Ah, si, au fond, monsieur. Bonjour, merci. C'est bon? Comment dire Ah oui, ça marche. Chez Exemplaire, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs auteurs-autrices qui révèlent leur intimité, en fait, et qui se mettent en insécurité parce qu'elles ou ils révèlent des choses profondes. Et je me demandais la place du soin des éditeurs que vous portez sur vos auteurs-autrices. Enfin, il y a Tamos. J'ai en tête Théo Grosjean, mais peut-être un peu moins, qui lui aussi révèle des choses intimes, profondes, et peut-être un peu moins Salomé Laoche, mais quand même un peu. Et cette place-là du soin à l'humain ou l'humaine qu'il y a derrière, dans l'édition et chez vous, Exemplaire. Franchement, parfois on pourrait avoir une antenne psychologique, mais je pense que chez tous les éditeurs, il faut y en avoir une. Le soin, je pense quand même que l'équipe Exemplaire, c'est-à-dire que ce soit là dans l'équipe, j'intègre beaucoup les autoristes. Je pense qu'il y a vraiment une bienveillance qui fait que on se sent quand même à l'aise de parler à peu près de tout. Après, j'ai l'impression qu'on arrive aussi avec des personnes qui se livrent et livrent leur intimité déjà depuis longtemps avant nous et qui le feront encore après nous. Donc on est là. On est là, mais on est là comme des humains, quoi. C'est vrai qu'on est là comme des humains et des humaines, et puis on essaie d'être dans la bienveillance. Et c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas été... L'auteur et l'autrice de BD, c'est des gens quand même qui peuvent être parfois... qui ont des égos fragiles, qui parfois peuvent être sensibles, et je m'inclus dedans, parce que je suis autrice de BD, avant tout. Du coup, les gens peuvent avoir des coups de mou, et il faut être là pour leur remonter le moral, pour les rassurer, pour leur dire vas-y, continue, c'est bien ce que tu fais. Mais ça, je sais pas si le sujet en lui-même a une importance. Je pense que quelqu'un qui crée quelque chose, surtout quand il parle de lui-même, il a besoin qu'on le rassure et qu'on lui dise oui, tu as une place et ton témoignage, il est important. Mais voilà, donc le soin, je sais pas, on l'a fait un peu comme ça, là. Oui, moi je pense aussi que... je pense aux gens d'Exemplaires et j'ai pas l'impression qu'il y ait une différence entre les gens qui font de l'autobio personnelle et intime et les gens qui n'en font pas au niveau du soin. En fait, ils ont tout autant besoin. Enfin, c'est un peu ce que tu disais. Et puis après, moi, de mon expérience très personnelle, j'ai l'impression que j'ai quand même créé pas mal de liens avec les gens d'Exemplaires, que ce soit Marion, Lisa ou les autres auteurices. Marion, la personne qui vous suivait. Oui, pardon. Oui, j'ai l'impression qu'on est plus devenus presque potes, quoi. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de communiquer aussi quand on a des rapports qui sont... je sais pas, hein, peut-être que je dis une connerie, mais c'est quand même pro. Mais je veux dire, ça reste facile de pouvoir envoyer un message et de dire, en fait, là, je suis stressée ou là, je suis pas sûre du tout. Enfin, ça m'est déjà arrivé plus d'une fois d'envoyer des mails à Marion pour lui dire mes couleurs, elles sont dégueulasses, s'il te plaît, rassure-moi. Et elle le fait, en fait. Et elle me dit, mais elle me ment pas. Enfin, elle me dit, ça va, et ça va pas, mais ça, c'est canon. Et en vrai, moi, personnellement, ça marche très bien. Enfin, pour moi, de pouvoir un peu lâcher mon stress. Parce que ça peut être stressant de faire une BD, quand même. Enfin, un petit peu. De savoir que c'est possible d'en parler, en fait. Et moi, en plus, là, avec tous les festivals, je commence un peu à me lier d'amitié avec les autres auteurs et autrices exemplaires. Et ça, c'est pareil, c'est trop bien parce que du coup, j'hésite plus à envoyer un message si j'ai un doute ou si, je sais pas, même pour un truc d'organisation et tout. Enfin voilà. Mais ouais, je sais pas s'il y a vraiment vraiment une différence entre quand on fait de l'autobio personnel
Parce que c'est vrai que moi, je me suis jamais dit faut que je fasse attention, en fait. C'est plus genre ça sort tout seul et ça part d'une vraie volonté d'exprimer quelque chose. Et après, je deal avec les conséquences, mais... Les Amandelles, vous avez envie de réagir? Non, oui, tout à fait. Je réfléchis à s'il y a un moment où on a pu avoir des... Moi, je sais qu'il y a eu un moment, mais j'arrive plus à me rappeler l'anecdote. Je sais qu'il y a quelqu'un qui avait écrit un mot que je trouvais un peu craignos, justement par rapport à notre charte. Ben, je suis juste allée voir la personne en disant ouais, tu sais, là, parce qu'il y a des mots qu'on dit comme ça et puis qu'en fait peuvent vachement blesser d'autres gens qui sont plus concernés. Donc c'est arrivé une fois sur un truc très particulier qui est plus un tic de langage. J'avais dit, mais sinon, donc faire attention aussi que la personne ne se retrouve pas après, elle, à se faire mitrailler. C'est aussi notre responsabilité, là, de protéger les auteurs et les autrices aussi dans ce qu'ils racontent. Mais c'est arrivé vraiment extrêmement peu. Les gens font quand même... prennent vachement de soin. On est tous woke, chez Exemplaire. Voilà, c'est très woke. J'avoue, j'aime pas le dire, mais on est quand même méga woke. Il y a quand même il y a quand même pas mal de personnes queer dans la maison d'édition. En tout cas, si on est queer, c'est pas chez Exemplaire qu'on va être violenté. À part avec consentement évidemment, mais non, c'est sûr que dans cette communauté-là, c'est pas là où on va rencontrer un problème chez nous. Ouais. Donc c'est vrai que du coup ça n'a pas trop pu se poser. Puis l'équipe est jeune, c'est quand même beaucoup aussi lié à la génération. Quand on a énormément d'auteurs et d'autrices qui ont moins de 30 ans, ils sont dans une ouverture d'esprit qui n'est pas forcément aussi importante quand on a dépassé les 50. Et je ne dis pas que les gens de 50 ans, ils sont cons. Hein. Je dis juste que c'est tout un truc de culture aussi. Non, mais on a été élevé dans une certaine culture. Il y a des trucs à déconstruire, il y a des trucs à réfléchir. Et il y a des auteurs et des autrices qui ont réussi à le faire et d'autres qui sont... Il y a aussi parfois des incompréhensions générationnelles, mais souvent la discussion, quand même, elle amène à une ouverture. Voilà. Mais je trouve que les gens, des fois, ont des couleurs de cheveux un petit peu abusées chez Exemplaire. Je tenais à dire que j'aimerais bien qu'il y ait une espèce d'uniforme, et qu'on arrête avec ces habits. Voilà. À savoir que Tamos a changé de couleur de cheveux spécialement pour le festival. Non, je l'ai refait, genre pour que ce soit bien beau. On a une autre question, messieurs. Oui, moi j'aurais une question par rapport à votre sujet sur le monde du travail et les trans. Vous avez parlé que vous étiez bien lancé et à un moment donné ça a diminué. Est-ce que vous allez reprendre pour en faire quelque chose ou vous laissez tomber complètement ? J'hésite parce que en fait, ça m'a tellement passionnée comme sujet que j'ai fait 150 pages. Donc c'était un gros mémoire. Mais en fait, je pense que j'aimerais vraiment bien en faire quelque chose parce que c'était un peu dans la continuité de Gender Flu. En fait, Gender Flu, c'était vraiment des réflexions personnelles. Et là, c'est comme si j'avais pu mettre en pratique qu'est-ce que ça fait d'être ouvertement non-binaire ou trans ou les deux dans la sphère sociale. Et j'ai pris le monde du travail parce que du coup, c'est un peu un monde auquel la grande majorité des personnes sont obligées de se confronter. Et aussi, il n'y a pas de lien affectif, en fait. Du coup, c'était un biais qui m'intéressait de voir comment les personnes se comportent quand il n'y a pas cette espèce d'enjeu de, par exemple, le coming out familial ou des partenaires. Et donc, j'aimerais beaucoup... c'est un peu... Mes profs m'ont pas mal encouragée aussi, parce que du coup, j'ai interviewé des personnes non-binaires autour de moi qui m'ont raconté leur rapport au travail. Et j'ai eu des surprises. Franchement, dans certains milieux, on pourrait s'attendre à ce que ce soit une cata, pas du tout, et l'inverse. Mais j'ai peur, parce que c'est quand même un travail qui relève un peu de la socio ou de l'ethnologie, mais c'est vrai que c'est pas trop mon domaine et je pense que j'ai très très peur de dire des conneries. Enfin, je me base sur beaucoup d'œuvres et d'ouvrages qui ont été faits, mais ça reste quand même un énorme boulot. Donc je ne promets rien, mais c'est pas impossible en tout cas. En vrai, j'aimerais bien le mettre en libre accès pour qu'on puisse au moins le consulter, par exemple sur Internet. Mais en tout cas, c'est vraiment une réflexion qui est infinie. Enfin, genre, c'est énorme, quoi. Je sais pas quand est-ce que je vais m'arrêter. En plus, je me suis basée sur mes expériences de travail. Et j'ai fait, du coup, l'édition, mais j'ai aussi fait des petits jobs étudiants en tant que serveur et tout ça. Et j'ai fait aussi longtemps animateur de colo. Donc, rien que tout ça, en fait, il y avait déjà plein de choses à dire sur tous ces pôles-là. Et enfin, j'aimerais bien traiter le sujet dans tous les jobs du monde, quoi. Enfin... Est-ce qu'il y a d'autres questions ou... Ah oui. Merci.
Merci, bonjour. J'avais une question peut-être plutôt sur la question de la chaîne du livre dont on parlait un peu tout à l'heure. Est-ce que là aujourd'hui, pour essayer de répondre un peu aux enjeux qui étaient présentés tout au début, il faut juste attendre qu'il y ait des structures qui émergent avec des pratiques un peu plus vertueuses, avec le risque que ça reste que en marge, ou est-ce qu'on a des espoirs quand même que des dynamiques un peu plus larges puissent se créer? Est-ce que dans la foulée du rapport Racine, il pourrait y avoir des choses qui émergeraient avec des dispositifs, j'en sais rien, économiques, fiscaux ou autres? Est-ce qu'Exemplaire est engagé dans des dynamiques plus larges comme ça? Alors, ouais, c'est une question effectivement qui est ultra intéressante. Nous, chez Exemplaire, dans notre charte d'ailleurs, on s'est engagé aussi à pouvoir salarier des auteurs et des autrices qui le souhaitent, à partir du moment où on pourrait financièrement. Mais en fait, les gens qui pourraient ne veulent pas. Mais bon, c'est quand même, c'était aussi une manière de déprécariser la profession que d'être salarié. Ensuite, plus largement, moi je pense en tant qu'autrice que ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait un statut un peu comme il y a en Belgique, un statut d'artiste qui permettrait, qui serait une sorte de statut d'intermittent. Je veux dire, c'est pas normal que l'auteur de BD, son temps de production soit pas rémunéré, c'est pas normal qu'il n'y ait pas de chômage. Et en plus, on peut pas avoir le chômage parce qu'effectivement, on ne cotise pas au chômage. Mais quand on voit ce que gagne un auteur de BD, il ne pourrait pas payer le chômage, en fait. Alors là, il peut tout de suite aller sous impôt. Hein. Donc voilà, moi, je pense qu'il devrait y avoir des décisions au niveau de l'État et des décisions politiques pour déprécariser notre situation. Aujourd'hui, Exemplaire arrive avec une proposition qui n'est pas valable pour tout le monde et qui a le mérite de proposer quelque chose, on va dire, d'autre que ce qui existe déjà, mais à la fois, encore une fois, ça ne marche pas pour tout le monde. Après, il faudrait qu'il y ait une vraie volonté politique et une personne élue à Marseille, que je ne nommerai pas, mais m'a dit un truc horrible, m'a dit, mais aujourd'hui, comment ça se passe pour un auteur de BD ou un illustrateur? L'État a débloqué énormément de fonds pour pouvoir faire des interventions rémunérées. Vous savez, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais il y a de plus en plus de festivals de BD qui rémunèrent au présentiel les auteurs. Aujourd'hui, une autrice ou un auteur qui fait une intervention, qui fait une conférence, normalement est rémunéré. Et on a des interventions en milieu scolaire il y a en plus la charte des illustrateurs, donc c'est assez bien rémunéré, qui permettent en fait, toutes ces mesures permettent à une énorme partie, surtout des illustrateurs jeunesse, de pouvoir survivre. Et donc en fait, derrière ça, cette personne me dit, mais tu comprends qu'avec ce système-là, il n'y a aucune envie de pouvoir donner un statut d'artiste, parce que l'État, qu'est-ce qu'il fait? Il fait travailler des auteurs et des autrices pour un job pour lequel normalement ils ne sont pas faits, c'est-à-dire aller enseigner, aller faire des ateliers. Donc eux, ça leur permet d'envoyer des intervenants dans des milieux scolaires. Et donc, au lieu de payer un statut à l'auteur, en fait, ils lui font faire un autre boulot que le sien pour lui permettre de survivre. Donc, on est dans une espèce quand même de cynisme et d'un truc un peu pervers, où en fait, on préfère donner au compte-gouttes de l'argent, donner des bourses, donner des aides, que de créer un vrai statut. Et moi, aujourd'hui, si je dois avoir un combat, mais bon, je ne peux pas être sur tous les fronts, ce serait de dire, mais bordel de merde, donnez-nous un statut social qui soit correct, quoi, comme les intermittents. Mais ça, on n'en est pas encore là, parce que ça n'intégrerait pas que les autrices et les auteurs de BD ou les illustrateurs jeunesse, ça intégrerait tous les auteurs, tous les écrivains, les photographes. Donc c'est quand même une quantité de gens. Et je pense que l'État a juste pas envie de dépenser du fric tant qu'il n'est pas obligé de le faire, quoi. Et on a moins moyen de se fédérer. Aujourd'hui, si les intermittents ils se fédèrent et qu'ils font grève, il n'y a plus de télé, il n'y a plus de médias, il n'y a plus l'auteur de BD qui arrête de faire sa BD, voilà. Il est chez lui et il fait « je ne dessine pas aujourd'hui ». Franchement, tout le monde s'en fout. Donc on a plus de difficultés aussi à faire pression. Alors qu'il y a plein de... Effectivement, il y a plein de groupes qui se fédèrent, il y a plein de collectifs et on a pu avoir des avancées, mais ça reste vraiment la merde quand même, sans vouloir être vulgaire. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Non? Eh bien, dans ce cas, on va conclure. On va conclure en disant que si vous ne vous en foutez pas, vous pouvez retrouver Thamos et les Amandelles sur le stand B15 des éditions Exemplaires. Donc dans la bulle juste à côté, évidemment. Les Amandelles, vous êtes en dédicace aujourd'hui même à 15h30. Tout à fait. Donc aujourd'hui à 15h30, si vous avez envie d'éviter la pluie cet après-midi, allez-y. Et dimanche également, 15h30 toujours. Et Thamos, dimanche toujours, 15h30. Voilà. Mais peut-être que tu vas t'incruster à un moment sur... Oui, je m'incruste tout le temps.
C'est Mais un j'ai bon trop de compte, donc. demandes, c'est Mais pour ça. attention, il reste plus beaucoup de livres. Hein. Ah oui, non, Ça en va fait, être, pas aujourd'hui. Il y a plus de livres. Non, mais c'est vrai, il y a plus que, je crois, une Il y vingtaine en a de... plus de 13. 13, voilà. Donc on a dû bloquer parce qu'on n'avait pas prévu un tel succès. En fait, on l'avait prévu. À chaque fois, c'est comme ça. Ouais. Ah oui. Oui, mais on t'avait demandé. En fait, chacun en demande toujours aux auteurs combien ils veulent, et puis en général, ils disent toujours en dessous de ce qu'il faut, et puis après on pleure en se disant pourquoi on les a écoutés. mais parce que au départ, ouais, on pensait. C'est vraiment un Mais salon. parce que je devais dédicacer qu'une seule fois. Bah oui, et puis on connaissait pas, c'est la première fois qu'Exemplaire va à Saint-Malo, et on savait pas trop à quoi s'attendre au niveau du succès de la fréquentation et tout, et je pense qu'on a vu un peu petit, car le public de Saint-Malo est incroyable de consumérisme, je ne vous félicite pas. Voilà, stand B15, donc merci à tous. Merci.